mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'espace développement durable des Biennales internationales du spectacle 2014. Nous sommes heureux de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui, pendant cet atelier, la prise en compte du handicap sensoriel dans le spectacle vivant. La thématique du handicap et de l'accessibilité a d'ailleurs été déjà évoquée pendant les BIS, hier lors d'une conférence et lors de la diffusion de ce livre, Handicap et culture, les clés d'une culture de l'égalité. Et nous allons recevoir aujourd'hui deux acteurs complémentaires qui vont nous témoigner sur les bonnes pratiques existantes, les freins, les leviers et la perspective d'un jalon important pour une société inclusive qui est le 1er janvier 2015, car à cette date, les établissements recevant du public ou les installations ouvertes au public devront être en mesure d'accueillir les personnes en situation de handicap. Alors, je vais laisser la parole à nos invités pendant une vingtaine de minutes, et puis ensuite, je vous propose d'échanger à travers quelques questions. Priscilla Desbarres, bonjour. Alors, vous venez de Paris, vous êtes la responsable communication de l'association Accès Culture, et vous allez nous présenter le type de service que vous proposez dans votre association aux organisateurs de spectacles. Priscilla, bonjour. Bonjour. Alors juste un point, est-ce que j'ai bien résumé quelle était l'obligation légale à venir? Oui, c'est bien ça, mais l'application va être un peu plus complexe que ce qu'on en dit. D'accord, vous nous parlerez de tout cela tout à l'heure. Fabrice Bocherel, bonjour. Alors, vous venez d'un petit peu plus près, de Nantes. Vous êtes chargé des relations publiques vers les collectivités et le handicap. Vous travaillez au Grand T et vous allez nous présenter votre démarche au sein de cet établissement. Alors, merci de votre présence. Alors, lors de notre préparation, vous m'aviez indiqué que vous aviez suivi une formation en langue des signes française. Alors, je vous propose peut-être de nous dire bonjour en LSF. Alors là, Fabrice vient de dire qu'il travaillait pour les relations publiques dans un théâtre. Merci. Merci. Alors, je vais repasser la main à Priscilla. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité et quel est l'historique de votre structure ? Alors, je travaille pour l'association Accès Culture. C'est une association qui met en place dans 60 théâtres et opéras en France des services d'accessibilité pour le public déficient sensoriel. Donc, le public déficient sensoriel, ça va être les personnes aveugles, malvoyantes, sourdes et malentendantes. Donc, on propose 3 types de services. Pour les personnes aveugles et malvoyantes, ça va être de l'audiodescription. Et pour les personnes sourdes et malentendantes, du surtitrage projeté et des adaptations en langue des signes française. Donc, voilà les services qu'on propose. On travaille vraiment en collaboration avec les structures, et Fabrice pourra vous le dire. On propose des services, mais on est aussi là pour les accompagner et les conseiller dans leur politique d'accessibilité. Donc que ce soit de la production d'une audiodescription, à la mise en place avec les relations avec le public, aller chercher ce public, le trouver, aussi mettre en place des éléments de communication adaptés, des programmes en caractère agrandi pour le public aveugle et malvoyant, des textes adaptés au public sourd locuteur de la langue des signes française. Et on leur propose de réaliser des actions de médiation qui sont vraiment un élément essentiel pour amener ces publics-là à la culture. Alors, vous nous avez amené quelques photos. Je vous propose de les commenter. Oui, alors là, vous allez pouvoir voir le système d'audiodescription. Donc, c'est un système qui est transmis par casque et qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes d'entendre via ce casque les descriptions de ce qui se passe sur scène, au niveau des décors, de la mise en scène, des déplacements des comédiens. Tout ça, ça se passe pendant le temps de silence des comédiens ou des chanteurs d'opéra. Et quand on audio-décrit un opéra, le livret est également accessible à travers ce casque. Photo suivante. Donc là, c'est une adaptation en langue des signes française. Donc je mets bien en avant qu'on travaille avec des interprètes comédiens et pas des interprètes LSF. C'est vraiment cet aspect du jeu, le fait qu'ils soient intégrés au spectacle, donc sur un des côtés de la scène en général, et qu'ils adaptent la pièce. Ils ne la traduisent pas, il y a un vrai travail qui est fait en amont. On travaille aussi avec des comédiens sourds comme Laurent Vallot,
Et donc, ça demande un travail d'adaptation de la pièce en amont avec toute l'équipe artistique. Donc la personne ici qui est sur scène est un comédien ? Oui, c'est un interprète comédien en LSF, c'est Vincent Bexiga. Et du coup, cette question, c'est est-ce que vous interprétez des spectacles ou est-ce que, au final, vous devenez partie du spectacle? Est-ce que vous avez des relations avec la mise en scène, avec la direction artistique? On a parfois des relations très fortes avec les metteurs en scène. Je pense notamment à Olivier Letellier qui a publié pour son spectacle Un chien dans la tête le fait que son spectacle pouvait être adapté en langue des signes française parce qu'on a déjà travaillé avec lui et il le mentionne sur son site internet, donc on est ravis de partager comme ça avec des metteurs en scène. Le spectacle que vous voyez ici, c'est ce que j'appelle Oubli au pavillon noir. D'accord. Prochaine image. Alors là, c'est le surtitrage projeté. Donc vous voyez une deuxième image, voilà. Donc tout le monde connaît le surtitrage pour les spectacles en langue étrangère. Là, c'est le même principe, sauf que c'est un surtitrage qui est adapté pour les personnes sourdes et malentendantes, c'est-à-dire que tous les effets sonores sont pris en compte dans le surtitrage. Ok. Vous m'indiquiez, en fait, lorsque vous intervenez dans des théâtres, d'ailleurs, vous pouvez me rappeler combien de théâtres ou combien d'événements sont concernés chaque année? Oui, aujourd'hui, on est à environ 60 théâtres et opéras, dont la Comédie Française, l'Opéra de Toulon, le Théâtre de Nîmes, enfin, on est vraiment répartis dans toute la France. Alors, vous m'indiquiez, lors de la préparation, que, outre les moyens techniques que vous mettez en place, il y a un facteur humain qui est très important dans l'implication des équipes au niveau des établissements. Oui, alors c'est vrai, ce qui est vraiment important dans une structure culturelle, c'est que tous les services soient impliqués, que ça aille de la direction aux agents d'accueil, et ça, c'est pour toutes les opérations d'accessibilité qu'on peut mettre en place, comme les relations publiques, parce que quand vous avez un spectateur au téléphone qui vous dit « je comprends pas, j'ai appelé la structure, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'audiodescription », on se dit, zut, quoi. On a fait de la com, on a été chercher ce public et finalement, l'agent d'accueil a mal renseigné la personne. Et là, on perd un spectateur potentiel. Donc, c'est vraiment important que tout le monde s'implique dans ce projet. Et en général, c'est plutôt un projet porteur et très humain qui intéresse les gens des structures. Votre association existe depuis 23 ans. Oui, c'est ça. Quels sont, notamment donc, avec ce grand jalon, quels sont vos objectifs pour 2015 et pour les années à venir ? C'est que de plus en plus de structures nous contactent pour mettre en place ces services. Cette année encore, on a 8 structures qui ont été au courant de l'audiodescription et qui ont voulu mettre en place ces services au sein de leur structure. Je pense au LU, au Théâtre Saint-Nazaire, ici. Et c'est vraiment important pour nous. On aimerait aussi informer de plus en plus le grand public parce que chacun autour de soi peut avoir, je sais pas, je pense à une grand-mère ou un grand-père qui perd de l'audition et qui n'est pas forcément au courant qu'il existe des moyens pour continuer à profiter des offres culturelles. On parle beaucoup de théâtre. Est-ce que ce sont uniquement des établissements pérennes qui peuvent bénéficier de vos services? Est-ce que vous vous adressez à des festivals? On participe à 2 festivals actuellement, le festival d'Aix-en-Provence et le festival d'Anjou. Donc c'est tout à fait possible aussi sur des festivals. Je vous remercie. Justement, je vais passer la main à Fabrice. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous décrire quel est votre rôle, nous décrire également quelles sont les multiples activités et les missions de service public du Grand T, et puis ensuite de nous expliquer comment vous mettez en place toutes ces actions en faveur des publics en situation de déficience sensorielle. Donc, je suis donc chargé de relations publiques au Grand T en direction des collectivités d'abord, c'est-à-dire des comités entreprises et associations. Et c'était élargi à ma profession, du coup, la notion du handicap, mais dans le handicap dans le sens large, c'est-à-dire le handicap sensoriel, le handicap physique, psychologique, mais aussi le handicap social. Et pour vous présenter du coup un petit peu le Grand T, c'est un EPCC depuis d'ailleurs le 1er janvier 2014. Avant, un EPCC un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, subventionné en grande partie par le Conseil général, la ville de Nantes, la région Pays de Loire et l'État. Et qu'à des missions, à ce théâtre sont attachées des missions de décentralisation culturelle, de diffusion, de création. Nous avons des artistes associés, de formation du public. Et nous sommes aussi dans ce lien du handicap, inscrits dans les différents dispositifs en direction des publics dits éloignés de la culture, du champ culturel. Notamment, je pense à la carte blanche de Nantes, les UDCCAS, les unions départementales des CCAS,
à la fois aussi... Oui. Alors, quel est votre rôle au sein du Grand T? Comment agissez-vous exactement? Alors moi, je voudrais d'abord dire le rapport à la recherche sur ce champ du handicap depuis l'arrivée de Catherine Blondeau en 1er janvier 2011. Oui. Elle a vraiment œuvré du coup dans ce sens. Pardon? Catherine Blondeau qui est la directrice du Grand T. Elle a œuvré du coup pour développer cette notion du handicap, du champ social, mais aussi du handicap sensoriel. Et je voudrais dire, juste avant, moi en fait, j'ai toujours eu à cœur de faire entrer la différence dans les salles de spectacle. Et donc déjà, en 2007 et 2008, j'avais déjà contacté l'association des auxiliaires des aveugles parce que sur le champ du handicap sensoriel, c'est vraiment 2 rencontres qui m'ont marqué. Une sur le champ du coup aveugle, des malvoyants, oui, et une autre sur la surdité. Et cette personne, du coup, au fil des échanges que j'ai pu avoir avec elle, j'ai réussi à la fidéliser à travers un abonnement de 5 spectacles. Donc j'avais déjà le fond du public malvoyant aveugle. Donc quand effectivement elle m'a parlé un jour de cette notion de l'audiodescription que je méconnaissais, je suis donc allé à Angers faire l'expérience et expérimenter cet outil et je suis revenu convaincu. Et du coup, j'ai sensibilisé ma direction qui a acté ce projet. Et il s'avère que du coup, à partir de 2009, on savait que la région Pays de Loire subventionnait les structures qui dispensaient des représentations de description. Ce qui fait qu'on a effectué une demande, parce qu'on ne savait pas si on allait pérenniser cette proposition. On a fait une demande auprès de la région Pays de Loire, et en 2010-2011, la structure du Grand T a touché 10 000 €, ce qui a permis du coup d'amorcer ce projet de description, à la fois de fidéliser ce public. Et depuis, on a acté, et l'arrivée de Catherine Blondeau a renforcé du coup cette proposition. Et on réalise 3 audiodescriptions par saison. Et on essaye du coup de l'équilibrer d'un point de vue calendaire, c'est-à-dire une par trimestre, souvent des écritures à la fois classiques de théâtre, mais des écritures contemporaines. Et puis après est venue l'idée, il nous a semblé bon de pouvoir élargir la proposition et de penser à l'autre handicap sensoriel, qui était la surdité. Alors là, c'était plus difficile parce qu'on n'avait pas de fonds public, et je méconnaissais totalement l'univers. Ce qui fait que du coup, j'ai voulu m'imprégner un petit peu. J'ai eu la chance de rencontrer une association qui s'appelle Cultivar, une personne qui m'a beaucoup aidé à comprendre la culture sourde, ses difficultés, ses écueils, son combat depuis plus de 100 ans pour se faire accepter. Et j'ai souhaité aussi faire une formation d'initiation en langue des signes, du coup, pour encore plus m'imprégner. Et aussi, je me suis inspiré de la littérature, et notamment un livre qui est paru en 2013 qui s'appelait Malentendu, de Bertrand Leclerc, qui exprime beaucoup ce combat pendant 100 ans. Et depuis, du coup, nous avons donné notre premier LSF en décembre 2012, c'était le Petit Chaperon Rouge de Pomerat. Et j'avais 10 sourds dans la salle, donc j'étais je me disais 10 sourds c'est pas beaucoup. Et on m'a dit que c'était pas mal quand même, confirmé par Accès Culture. En termes de nombre de personnes, donc sur une représentation en LSF, vous avez 10 personnes qui sont directement concernées. Et sur de l'audiodescription 35. Ah. C'est voilà la différence du coup d'inclusion aussi. Et puis là, on va réaliser le vendredi 14 février, du coup, la prochaine LSF, toujours sur Pomerat, Cendrillon, où là, j'ai déjà une vingtaine de sourds qui ont réservé. Donc, je vois déjà la différence. Il y a une progression, il y a un travail Absolument. Dans la continuité. Absolument. Fidélisation, en tout cas. Comment vous expliquez cette différence entre le fait que vous ayez 3 représentations en audiodescription qui chacune apporte plus de personnes et une seule représentation en LSF? Déjà, je rencontre moins de difficultés dans la relation du coup avec les aveugles. L'insertion est beaucoup plus facile. Je le vois, d'ailleurs, je l'expérimente en ce moment d'ailleurs avec les sourds. Je vois des mails qui arrivent de partout comme ça. Et l'exemple type, il me marque un mail, je veux réserver spectacle 14 février, mais je ne sais pas sur lequel. Donc je vois bien que même dans la relation au niveau du langage, la maîtrise du langage n'est pas la même. Et c'est essentiellement du coup un échange à travers l'écriture. Et moi, ça me pose problème parce que du coup, j'aime bien l'échange, j'aime la relation et du coup, la relation humaine, elle ne s'effectue pas. Alors, je dis que c'est un handicap qui est excluant, aussi bien pour l'entendant que pour le sourd, en fait. D'accord. Je vais changer un peu de sujet. On parlait de ce fameux jalon du 1er janvier 2015. Alors, serez-vous en conformité? Alors, il s'avère que la structure du Grand T, la salle a été créée en 1983, donc ça fait déjà 31 ans, donc vous imaginez au niveau de l'accessibilité, on en est loin. Il s'avère que le Conseil général du coup va engager des travaux importants en 2015,
5 mois annoncés du coup pour la mise en conformité du lieu, quoi. D'accord. Actuellement, on en est au... Évidemment, le diagnostic a été fait, les préconisations ont été effectuées. On en est aux arbitrages, que du coup, ça coûte très très cher financièrement. Okay. Si ce n'est qu'on peut déjà... on a déjà apporté une nouveauté qui est le site internet, puisque depuis exactement lundi dernier, le site est accessible aux déficients visuels. D'accord, ça c'est... Pour ceux qui ont le logiciel, ce qu'on appelle le logiciel lecteur d'écran et revue d'écran. D'accord, ça c'est déjà une première étape dans la chaîne de l'accessibilité. Absolument. Et puis le site, il est très imagé aussi, beaucoup de vidéos, donc du coup il est aussi accessible aux sourds, quoi. Là, on parle de l'accessibilité. En général, souvent, quand on pense à l'accessibilité, c'est aux personnes à mobilité réduite. Quel va être l'impact des travaux ou des actions que vous allez mener pour le handicap sensoriel? Je pense particulièrement à la signalétique, qui va être améliorée, la signalétique du lieu, notamment du coup pour les sourds, cette fois. C'est vrai, quand on a eu le CNPH, du coup, m'a contacté, c'est le Conseil nantais pour les personnes handicapées, qui est un conseil qui est un peu l'interface entre les structures culturelles, l'accessibilité aux structures culturelles et des associations à la fois sourdes, avec tout le handicap réuni, quoi. Ils sont un peu l'interface. Et tout de suite, ma réflexion s'est élargie sur la notion de l'accessibilité, ça part de chez soi. On pense toujours à l'accessibilité d'un lieu, l'accessibilité aux œuvres, mais on ne pense pas à l'accessibilité à travers les axes de communication. Et donc du coup, effectivement, l'idée d'Internet est née comme ça en fait. Le nouveau site permet ça, du coup, de recevoir l'information chez soi. Alors moi, j'ai une communication évidemment particulière, par exemple, avec les aveugles, parce que évidemment, je leur fais une information personnalisée. Je me rends, par exemple, à la bibliothèque sonore, les donneurs de voix, l'association des donneurs de voix, où je les ai en contact direct. Mais c'est plus difficile, effectivement, avec les sourds pour moi. Donc, je crois que c'est ce point qu'on doit améliorer, c'est la communication en direction des publics malentendants sourds, qui est le plus difficile. Alors, je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. Si vous aviez une insatisfaction, si vous aviez envie que quelque chose change, qu'est-ce qui vous paraît prioritaire? Ou qu'est-ce qui vous paraît actuellement vraiment gênant? Moi, déjà, qu'il y ait de plus en plus de personnes handicapées sensorielles qui viennent déjà au spectacle. Donc déjà, de façon à ce que ça puisse pérenniser aussi notre action, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même, ça coûte cher de dispenser des soirées de description pour la structure. Je le vois que chez nous, par exemple, comme on dispense 3 audiodescriptions et une représentation à l'ESF, c'est un coût de 8 000 € annuel. Pris en charge. Il faut quand même supporter. C'est un coût qu'il faut supporter. Donc derrière, s'il n'y a pas de public, donc moi je peux pas. C'est sûr que le problème peut se poser. Est-ce qu'on continue? Donc moi, mon combat, c'est d'aller chercher le maximum de gens, de satisfaire le maximum de gens. D'accord. Priscilla, est-ce qu'il y a une insatisfaction ou est-ce qu'il y a un enjeu particulier sur lequel vous aimeriez réagir? Moi, ce serait vraiment que voilà, tous les services des structures soient impliqués dans le projet pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand il y a des personnes qui renseignent mal, on perd des spectateurs tout bêtement, alors qu'il y a plein de choses qui ont déjà été mises en place. D'accord. Et aussi qu'on peut-être diversifie bien le handicap visuel du handicap auditif et qu'on fasse la distinction entre la culture sourde, qui pour moi ne représente pas un handicap. Enfin, je ne considère pas les personnes sourdes locutrices de la LSF comme des personnes en situation de handicap, ce qui est différent du handicap visuel et du handicap auditif par rapport aux personnes plutôt malentendantes et appareillées. C'est mon opinion. Je perçois aussi chez nous, en tout cas sur la brochure que nous éditons annuellement, on appose toutes sortes de pictogrammes du coup, qui permettent d'identifier, de renseigner en tout cas les spectateurs sur les spectacles accessibles. On donne aussi 6 représentations en langues étrangères avec des spectacles surtitrés, donc du coup ça on le précise pour rendre accessible. Donc il y a l'aspect brochure, il y a l'aspect net, il y a l'aspect structure évidemment. Alors, Priscilla, Fabrice, on aura encore des dizaines de questions à vous poser, mais je préfère là maintenant voir si dans le public, est-ce qu'il y a quelqu'une qui serait prête ou prêt à poser une question par rapport à ce qui a été dit, un éclaircissement. Ah oui. Alors parlez dans le micro s'il vous plaît. Donc je m'appelle Amantani Sabatier-Bernat. Bonjour. J'ai une question pour mademoiselle, parce que comme je suis arrivée un petit peu Parlez en bien cours... dans le micro s'il vous plaît. Question pour mademoiselle, puisque je suis arrivée en cours.
Vous faites partie de quelle association? Accès Culture. Accès Culture? Oui. Ok. Merci. Est-ce que nous aurions une autre question? Mademoiselle. Merci pour le mademoiselle. Madame. Bonjour Priscilla, Madame. on s'était déjà parlé. Moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que ce sont plutôt les auteurs ou les compagnies, les spectacles qui viennent vers vous, ou les structures, donc les théâtres, les lieux de diffusion, ou les deux? Alors c'est une bonne question. En fait, on est très en lien avec les structures culturelles. On a tissé vraiment des liens. Il y en a qui travaillent avec nous depuis 20 ans. Donc c'est vrai qu'il y a des structures qui nous disent, bah voilà, je pense que ce spectacle, on va pouvoir l'adapter, on va choisir celui-là et celui-là. Et après, on a développé aussi des relations, je pense à David Bobet, qui a travaillé sur nous, sur des spectacles avec audio-description, qui est metteur en scène, et qui veut intégrer maintenant cette idée d'accessibilité dans sa politique. Il va devenir directeur du CDN de Rouen. Donc, et voilà, il a envie d'intégrer cette question-là à ses projets. Donc, et la compagnie Olivier Letellier aussi l'a intégré. Donc ça peut aller dans tous les sens. Mais donc, pardon. Juste, si je puis me permettre, il s'avère que nous, on donnait, cette saison, on donne 3 représentations de description. Et on cherchait une deuxième et on voulait en créer une. Il s'avère que le Grand T a des artistes associés, du coup, dans son projet artistique, et qu'on a eu la chance d'accueillir la création de Wajdi Mouawad sur le diptyque Ajax et Oedipe Roi. Et j'avais sensibilisé du coup la direction pour qu'on puisse réaliser une audio-description avec Wajdi Mouawad. Sans savoir si c'est possible, parce que tout n'est pas possible en audio-description à réaliser. Et ça a été fait du coup la semaine dernière, le public a été ravi, quoi. Mais là, pour vous dire, si on peut parler coût, parce que là on peut en parler, il y avait donc les 2 spectacles. Ça a coûté à la structure parce qu'on n'a pas pu la partager, parce que dans la tournée, personne n'a racheté la description derrière. Ça coûte 4 400 € à la structure quand même. Donc ça veut dire on sent qu'il y a une vraie envie de la structure du coup de développer cet axe. Merci. Et est-ce que juste, enfin moi c'est parce que c'est la culture sourde que je connais plus. Est-ce que c'est aussi les sourds donc qui viennent vers vous pour qu'il y ait de non non j'imagine. Il n'y a jamais des metteurs en scène sourds ou des comédiens sourds qui vous contactent pour que ce soit dans l'autre sens au fait? Non, parce qu'en fait, on a pris le parti à l'association de travailler sur des spectacles déjà créés. Donc pourquoi pas enfin, je pense que ce serait pas impossible, mais en fait, on travaille, comme je vous le disais, directement avec les structures ou avec des compagnies avec lesquelles on a déjà travaillé, mais on est ouvert à tout type de projet. Bonjour, Émilie Robert, directrice du Théâtre Massalia à Marseille. Bienvenue. Merci. Moi, je voulais savoir si justement pour l'enfance, en fait, il y avait des dispositifs un peu particuliers, parce que je peux imaginer que pour des petits enfants, l'audio-description n'est pas forcément à peu près accessible, voilà, mais encore que, voilà. Est-ce que du coup les dispositifs éventuellement s'adaptent à un public d'enfants? Vous pensez à quel âge? Parce qu'en fait, cette année, on a programmé le spectacle Un chien dans la tête en audio-description. Ah oui. Et enfin, c'est le même dispositif, c'est un dispositif habituel et on travaille avec des écoles, avec des étudiants aveugles ou malvoyants et ça n'a pas posé de soucis, on l'a déjà réalisé les années précédentes. Mais du coup, pour la langue des signes, par contre, est-ce que... pour la langue des signes, alors ça, nos spectacles sont plutôt jeunes publics d'ailleurs, oui, et sont très visuels et fonctionnent dans l'interaction. Et comme on travaille avec des interprètes comédiens, le grand public de manière générale est parfois intrigué par ces interprètes comédiens qui sont d'une puissance sur scène, donc il n'y a pas du tout de problème au niveau d'un jeune public ou d'un très jeune public. Je pense au spectacle Baba Yaga qu'on a adapté en langue des signes. Et c'est un spectacle pour très jeune public et tout s'est très bien déroulé. Merci. Merci. D'autres questions? Je voudrais juste revenir sur le coût effectivement d'une audio-description ou d'une adaptation en langue des signes française pour vous expliquer qu'on est vraiment dans un milieu, enfin dans un côté professionnel et on travaille avec des audiodescripteurs, des interprètes comédiens en LSF et on veut justement que ce soit pas du bénévolat mais quelque chose de fait, de travailler et du coup qui demande un certain budget. Mais les budgets s'adaptent aussi en fonction
des structures, s'il y a une location de matériel à effectuer, si c'est une audiodescription qui tourne dans différentes structures. Donc il y a pas mal de facteurs aussi à prendre en compte pour ces budgets. Et on mesure aussi, quand on parle de la difficulté d'aller chercher le public sourd, et Priscilla va me démentir si je ne dis pas la vérité, en 2012, je sais qu'Accès Culture, vous avez dispensé 162 représentations de description en France pour 21 en LSF. On mesure tout de suite la frilosité des structures, du coup là, et la difficulté aussi d'aller chercher le public. Moi, je me place là du point de vue de la structure, mais quand on voit 21 représentations par rapport à 162, c'est parlant. C'est vrai, mais c'est aussi parce qu'on a décidé depuis le début de la création de l'association, notre cœur de métier, c'est plus l'audiodescription. Et on a développé les spectacles accessibles pour le public sourd-signant. Et on veut le faire de plus en plus. Donc cette année, on espère réaliser un gros projet par rapport à ce public-là et proposer beaucoup plus de spectacles adaptés en langue des signes française. Une autre question. Alors, je vais vous proposer de passer à la conclusion. En guise de mot de conclusion, puisque finalement tout ça est une grande aventure humaine, avant tout, c'est ce que vous disiez au début, je vous ai proposé, juste pour conclure, de préparer une petite anecdote de quelque chose qui vous a vraiment marqué dans cette thématique. Est-ce que Fabrice, vous voulez commencer? Oui, moi c'est récemment d'ailleurs, c'est en décembre 2013, à la soirée du CNPH qui a été organisée chez nous. Il s'avère que on leur avait proposé le spectacle Idéal Club qui a été sous chapiteau, un spectacle un peu déjanté, baroque, quoi, sur le cabaret, et qu'on avait convié le CNPH qui avait acheté 80 places. Et sur ce spectacle, tous les handicaps étaient présents. Et je me suis dit, c'est quand même rare de réunir tous les handicaps sur un même spectacle. Et à l'entracte, du coup, avec l'élu, on est allé interroger les différents handicaps pour voir la perception. Et là, la personne qui était la plus en dehors du spectacle, c'était la personne sourde. Mais ça a été émouvant, quoi. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Alors, vous m'avez parlé la première, des je voudrais en dire une, je crois. Oui, effectivement, ouais. Ça, c'est, en fait, je suis marathonien de loisirs et j'ai fait des marathons à l'étranger. Et je voyais que l'inclusion du handicap dans le sport était quand même très prononcée. Je voyais des sourds, des aveugles, des handicapés physiques dans tous les marathons. Et je me disais, c'est quand même... Il y a quand même une ségrégation, j'en voyais pas beaucoup à la culture, quoi. Donc je me suis toujours dit, il faut que je défende cet axe-là, il faut à tout prix que je réussisse à faire venir la différence dans les salles de spectacle. C'est parti de cette idée. Voilà. Et puis aussi, une petite troisième peut-être ? Soyons fous. La première LSF qu'on a organisée du coup avec le Petit Chaperon Rouge, j'avais organisé à l'issue de la représentation une rencontre informelle, parce que du coup, on voudrait aussi bâtir des médiations en rencontre avec la personne qui avait traduit, c'était Florence, je crois. Traduit en langue des signes, Florence. Et elle est venue, du coup les sourds sont restés. Et ça a été un échange, c'était merveilleux de voir cet échange, très bavard pour le coup, mais très silencieux, quoi. Et là, je trouvais que c'était un grand moment pour moi. Merci. Priscilla, est-ce que vous avez une anecdote ? Oui, j'en aurais plein au fil de l'année. On est en lien avec le public déficience sensorielle et c'est vraiment que du bonheur parce qu'ils sont contents qu'on puisse mettre des choses en place pour eux. Et je vais vous lire un petit commentaire de spectateurs, d'une spectatrice notamment Céline Delval, qui a vu West Side Story au Théâtre du Châtelet l'année dernière et qui nous dit depuis presque 18 mois que j'ai l'occasion d'assister régulièrement à des représentations décrites par vos soins à Reims. C'est la première fois que je me décide à venir voir un spectacle à Paris et je ne le regrette pas. Entre la description des décors, les interactions entre les personnages, les mimiques, les chorégraphies et les costumes, vous n'avez rien oublié et grâce à vous, j'ai pu m'imaginer mon propre West Side Story. Toutes vos indications ont fait fonctionner mon imaginaire à plein. Alors, que dire de plus que bravo ? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Merci. Merci.